Je rebondis, moi, sur le triptyque que vous avez mis en avant. Euh, Promoteurs, bailleurs sociaux, investisseurs institutionnels et notamment compagnies d'assurance. Tout ce monde-là n'arrive pas à se citer, à se trouver. On va bien évidemment approfondir cette question. Avant de l'approfondir et de vous laisser la parole, je vais revenir moi sur un binôme qui est plus familier, qui est le binôme promoteur-opérateurs sociaux. Et je vais laisser la parole à Hervé Legros, qui va pouvoir indiquer précisément quelle est son activité. Je vais lui poser deux questions. La différenciation des marchés, notamment en termes de loyer, c'est ce que M. Gabilla avait souligné tout à l'heure, elle est réelle. Comment vous la ressentez, vous? Vous êtes très présent sur Lyon. Vous êtes Lyon et tout le reste, bien évidemment, de l'agglomération. Vous êtes également présent en Île-de-France. On sait qu'en Île-de-France, en tout cas dans les zones très tendues, il y a un écart de loyer extrêmement important qui justifie, qui légitime le locatif intermédiaire. À Lyon, j'ai moi moins de sourcing, mais je vous fais confiance pour approfondir la question. Donc, première question, comment le logement intermédiaire peut-il se développer sur des marchés locaux de l'habitat qui sont très différenciés? Et puis, deuxième question, mais ça sera peut-être celle à laquelle vous souhaiterez répondre en tout premier lieu, ce partenariat promoteur-bailleurs sociaux qui est votre marque de fabrique, comment vous le ressentez, comment vous le vivez, comment vous le développez? Très bien. Donc, bonjour à tous. Hervé Legros, donc, je suis le président, directeur général du groupe Alila et fondateur. Donc, on est un promoteur privé qui a une particularité, c'est qu'on est spécialisé dans la construction de logements conventionnés et intermédiaires. Donc, avant de parler du logement intermédiaire, j'aimerais parler du logement conventionné, donc qui est le logement social. Alila a développé maintenant, depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, un vrai partenariat avec l'ensemble des organismes sociaux ou les collecteurs du 1% ou les institutionnels pour faire du logement social. Donc, on fait du logement très social, qui est du logement PLAI, on fait du logement plus et on fait du logement PLS, qui est généralement destiné souvent à des collecteurs du 1% qui le mettent à disposition pour des salariés d'entreprise. C'est vrai que ce qui est important aujourd'hui en parlant du logement intermédiaire, mais si on revient sur le logement social, c'est que le logement social aujourd'hui est un logement en tout cas qui touche à peu près 80% de la population. Alors, on attend un peu tous les chiffres. Est-ce que la semaine dernière, un ancien ministre, un Premier ministre disait 70%, mais moi je pense, et en tout cas d'après les statistiques qu'on a, on est au-delà des 80%. Mais c'est vrai que, si vous voulez, le logement social correspond à des gens qui en ont besoin et surtout à tout type de population. Ça correspond à des jeunes couples. On parlait tout à l'heure des gens de 30 ans qui vont commencer à rentrer dans la vie active et qui ont besoin de trouver un logement à un prix maîtrisé, mais aussi bien à des personnes âgées, aussi bien à des étudiants, parce qu'on fait du logement social aussi pour de l'étudiant. On fait aussi du logement social pour les salariés d'entreprise. On fait aujourd'hui du logement social pour des résidences multigénérations. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que, en tout cas chez nous à Lila, qui faisons beaucoup de locatif social, mais qui fait aussi du logement accession, c'est-à-dire qu'on travaille avec des organismes sociaux qui nous achètent des logements pour faire du logement PSLA, on en parlait tout à l'heure, qui est un produit qui est pour moi formidable, car il permet de sortir des gens dans du locatif social à l'accession, avec bien évidemment une TVA réduite, mais avec aussi, comme on dit souvent, avec la ceinture et bretelles, c'est-à-dire que demain, il y a un accident de la vie, la personne perd son emploi, elle divorce, l'organisme social est obligé de lui racheter son logement au prix et de le garder locataire. C'est vrai que le risque, on va dire, que prend, c'est surtout l'organisme social et non l'acquéreur. Et c'est vrai que nous, dans notre en tout cas, analyse et l'expertise en tout cas qu'on a sur Lyon, parce que je rappelle que le siège social est à Lyon, donc on travaille sur Tours-Rhône-Alpes, qui était d'ailleurs Lyon en B1, Tours-Rhône-Alpes en B1, avec beaucoup de B2 et beaucoup de zone C, et simplement la côte, on va dire, suisse, qui est le Pays de Gesse, qui était en zone A, mais qui aujourd'hui je ne vais pas vous cacher, a une charge et une pression foncière très importante, donc ce n'était pas un secteur où on allait beaucoup. Et puis, on a aujourd'hui sur l'Île-de-France et également sur Bordeaux. Mais ce qui est intéressant, pour parler du logement à Lyon, c'est que le maillon manquant, si je peux me permettre, c'était le logement intermédiaire. Alors, ce n'est pas qu'on ne faisait pas du logement intermédiaire, parce que la production
Dalila, l'année dernière, c'était un peu plus de 800 logements. Là, on a à peu près 1450 logements en cours de construction. Donc, on a quand même un volume important. Et notre production en logement intermédiaire était de l'ordre entre 10 et 15% par an. Donc, on faisait du logement intermédiaire, on créait du logement intermédiaire. Mais c'est vrai qu'on créait du logement intermédiaire avec des conditions qui n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas bonnes pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait une TVA à taux plein. Donc, on avait une TVA à 20%. Pas d'exonération de taxes foncières, il n'y a aucun avantage. Donc, c'est vrai qu'on faisait surtout du logement intermédiaire pour, si je peux me permettre, arranger, entre guillemets, avec mes partenaires, en tout cas les organismes qui étaient surtout des organismes, on va dire, privés, des SA ou des sociétés comme monsieur tout à l'heure nous le disait, pour rendre service en fait aux politiques. Car aujourd'hui, les politiques souhaitent en tout cas aujourd'hui de la mixité, et aujourd'hui on prône la mixité. En tout cas, nous, à Lila, on fait énormément de pédagogie, parce que quand on est un promoteur spécialisé dans le logement conventionné intermédiaire et qu'on ne fait pas du logement accession, ni du logement défiscalisation, c'est vrai que quand on arrive pour faire des résidences à 100%, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc on est là pour expliquer qu'en tout cas le déroulement et les opérations vont bien fonctionner. Donc du logement intermédiaire, on en faisait, mais c'est vrai qu'on en a fait, et malheureusement, je pense que moi, en tant que professionnel, alors c'est vrai qu'on ne prend pas le risque, parce que ce n'est pas nous après qui allons gérer ces logements-là, mais on a vendu du logement intermédiaire à des clients, et j'ai été vraiment frappé, moi, en tant que président d'un groupe qui est quand même là pour faire tourner une entreprise et quand même équilibrer des comptes, que le logement intermédiaire comme il était avant, c'était une perte. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du logement intermédiaire, on est en train de construire du logement intermédiaire où au bout de 50 ans, l'organisme est toujours en perte. Vous me direz, alors je veux bien qu'on veut faire quand même, en tout cas qu'on veut rendre service, en tout cas aider la collectivité à produire du logement intermédiaire, mais je pense que ce n'était pas dans de bonnes conditions. Voilà. Donc l'arrivée pour nous, en tout cas à Lila, du logement intermédiaire à 10% avec une TVA à taux réduit et puis bien évidemment une exonération de 15 ans de taxes foncières, est pour nous un très bon signe parce qu'il y a aujourd'hui une volonté de créer une mixité sociale, une mixité, et c'est vrai que le produit manquant, c'était vraiment un produit, on va dire entre guillemets subventionné, qui puisse répondre entre le logement PLS, qui est le logement social, on va dire haut de gamme si vous me permettez, et le logement privé. Donc c'était le maillon qui manquait. Après, où je rejoins aujourd'hui les acteurs autour de la table, c'est que le logement intermédiaire, il faut qu'il ait une vraie utilité dans des vraies zones où il y en a besoin, où on a un marché du logement libre qui est élevé. Et là, je ne sais pas s'il y a des promoteurs privés qui sont dans la salle, mais c'est vrai que moi, je ne trouve pas dommage indirectement, mais je trouve que Lyon n'avait pas d'intérêt à être en zone A. Donc il y a un redécoupage de la zone qui était au mois d'août. Et c'est vrai que Lyon et Villeurbanne sont passés en zone A. Donc les promoteurs lyonnais privés s'en sont réjouis. D'ailleurs, il y a eu un fort lobby là-dessus. Mais clairement, aujourd'hui, Lyon n'est pas même si c'est une deuxième ville de France, une ville où d'ailleurs économiquement, il y a une attractivité très importante. Mais Lyon n'était pas une ville où je pense que le logement en zone A était prioritaire. Bon, c'est-à-dire que je trouve que le logement libre aujourd'hui, par rapport au logement PLS, il n'y avait pas une très grande différence. Et c'est vrai que le logement intermédiaire, alors à part dans les beaux quartiers, le 6e arrondissement de Lyon, le 2e, mais je pense que le logement intermédiaire a toute sa place dans des zones tendues. Et Lyon n'est malheureusement pas une zone tendue, mais plutôt une zone détendue. Il y a beaucoup de communes, même dans l'ouest lyonnais, dans la métropole de Lyon, où du logement PLS est déjà élevé. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la métropole, Lyon est devenue métropole depuis le début de l'année. Moi, on est régulièrement avec eux, on est extrêmement bien identifié à la métropole de Lyon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la métropole de Lyon, par son président Gérard Collomb, mais aussi par, en tout cas, les acteurs dans le logement conventionné intermédiaire, veulent faire énormément de logements intermédiaires sur Lyon. Et là, j'étais pas plus tard avec le groupe SNI, qui, lui, est un acteur numéro 1 dans le logement intermédiaire. En tout cas, il souhaite, et en tout cas, il prône en tout cas le logement intermédiaire. Et depuis le début de l'année ou même l'année dernière, il n'y a pas encore un programme qui est sorti en logement intermédiaire sur Lyon. Donc, ce qui me fait dire que, oui, il y a une demande, mais après, il faut quand même une expertise dans le logement intermédiaire, parce que c'est vrai que maintenant, le logement intermédiaire sur la zone A, Lyon et Villeurbanne, va être vendu théoriquement à 3 000 € du mètre carré hors taxe, qu'on a un prix de marché qui est quand même beaucoup plus élevé. Donc, ça va être quand même compliqué de pouvoir faire dans des beaux quartiers, en tout cas dans des zones tendues, du logement intermédiaire. Alors, nous, aujourd'hui, à Lila, on souhaite se positionner dans ce produit, si je peux me permettre, mais on souhaite surtout accompagner les acteurs dans la production de logements intermédiaires, car c'est vrai que je pense qu'à Lila est un acteur aujourd'hui où on arrivera en tout cas à faire du logement intermédiaire dans des zones où les promoteurs classiques n'y arrivent pas.
Alors, je vous rappelle que nous, on fait que ça, et c'est vrai qu'on a développé un modèle économique autour du logement social et du logement intermédiaire où on vend à des prix extrêmement bas. Donc, il faut quand même avoir une certaine méthodologie et puis surtout une spécialité. Mais en tout cas, je l'écoute ici, et c'est vrai qu'en étant aujourd'hui président du groupe et en ayant aujourd'hui une filiale, en tout cas sur Paris, qui marche bien, parce qu'on a un peu plus de 500 logements, en tout cas, en portefeuille. On souhaite, en tout cas, encourager, en tout cas, accompagner les acteurs privés dans la production de logements intermédiaires. Mais c'est vrai que le logement intermédiaire, c'est intéressant, mais pas n'importe où. Et je pense que ça va être justement toute la gymnastique et puis après le positionnement des organismes et des sociétés qui vont faire du logement intermédiaire dans des zones, et je l'espère en tout cas avec la TVA à 10% et l'exonération de taxes foncières, ça pourra équilibrer les bilans parce que, voilà, faire plaisir aux politiques. Moi, ce que j'aimerais pas en tant que promoteur, parce que quand on explique et quand on parle d'une opération immobilière, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de mairies nous parlent du logement intermédiaire sans le savoir ce que c'est. Et je n'aimerais pas qu'on fasse du logement intermédiaire pour remplacer le logement social. Et c'est vrai que faire du logement intermédiaire, où des fois on nous en propose, où malheureusement déjà le prix du PLS à 8 euros n'arrive pas à trouver preneur, il n'a pas d'utilité le logement intermédiaire. Et donc, il va falloir, en tout cas en partenariat avec les organismes qui sont spécialisés dans le logement intermédiaire, il y aura quand même toujours une pédagogie à expliquer aux élus qui délivrent les permis de construire que le logement intermédiaire se fera dans des zones où il faut rentrer en concurrence avec le libre. Et en tout cas, pour notre partie à Lyon, ça va être quand même extrêmement restreint. Voilà. Merci beaucoup. Je vais synthétiser, enfin en tout cas essayer de synthétiser ces trois interventions très, très denses, très, très riches et qui reposent sur une longue expérience, vous l'avez constaté. Donc en repartant d'Hervé Legros, des promoteurs qui se spécialisent dans le social et l'intermédiaire, c'est une chose qu'on... Je ne sais pas si vous en aviez rêvé, Monsieur Gavilla. Si je peux, en tant qu'ancien secrétaire général de SEM. Oui, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. Donc, cette première synthèse, des promoteurs qui se spécialisent dans le logement réglementé, va-t-on dire, des investisseurs institutionnels dont il n'est pas exclu, mais on approfondira la question, qu'ils reviennent. Moi, je ne vous cacherai pas qu'avant d'échanger longuement avec Christophe Zeller, je n'y croyais pas. Il y a encore quelques mois, je ne croyais pas au retour des institutionnels, y compris au travers du fonds Argos, mais je suppose que là, la SNI fera son affaire du succès de ce puissant fonds, en deux mots. Ensuite, vous l'avez noté, avec intérêt, je pense, les RRP sont une filiale spécialisée dans le logement intermédiaire, qui fait partie d'un groupe où le 1% logement et les acteurs HLM ont une place éminente, mais ils sont d'ores et déjà spécialisés sur ce créneau. Donc on voit effectivement qu'un paysage pourrait se redessiner en ce qui concerne les acteurs. Alors, avant d'aborder l'ingénierie, je vais redonner la parole à Jean-François Gabilla qui souhaite intervenir et on vous laissera ensuite poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Oui, simplement pour dire que à Lila, dont je connaissais, on ne s'était pas encore rencontré, mais dont je connaissais l'existence, comme certains de ses confrères, notamment Amétis ou autres, sont des promoteurs, mais ne sont pas, j'étais président de la Fédération des promoteurs, ne sont pas représentatifs des promoteurs. C'est-à-dire que ce sont des groupes, si je ne me trompe pas, qui sont spécialisés dans la fabrication de logements pour les collectivités locales et les bailleurs sociaux. Le promoteur traditionnel, tel qu'on l'entend notamment à la fédération, sont des promoteurs dont la clientèle est majoritairement des particuliers, voire des institutionnels quand on en trouve, type SCPI, pour qui nous vendons des logements à l'unité, donc particuliers, résidence principale et investissement locatif, avec dans certains cas des contraintes et des obligations de faire du logement social qui représentent des quantités importantes, puisqu'à peu près le total des logements sociaux vendus par les promoteurs aux bailleurs sociaux en 2015 a été de l'ordre de 25 à 30 000 logements. Donc c'est-à-dire c'est une part extrêmement significative de la production de logement social en France. Mais je dirais, où on se distingue, si je reprends mon ancienne casquette, où on se distingue effectivement de groupes comme Alila, c'est que Alila a un produit où ils réussissent remarquablement très spécialisés sur une clientèle cible déterminée, alors que le promoteur
peut faire du logement social ou intermédiaire s'il en a envie et souvent s'il est contraint, mais ce n'est pas son fonds de clientèle et ce n'est pas sa clientèle première. Un point que je voudrais ajouter également, c'est que dans de très nombreux cas, c'est un peu le cas à Lyon dans certaines zones et c'est le cas dans beaucoup de villes type Toulouse ou Nantes par exemple, c'est que l'obligation de faire du logement social dans une opération mixte, accession à la propriété classique et logement social, se traduit en réalité par ce que nous appelons, les promoteurs, l'impôt de palier, c'est-à-dire qu'il y a le prix de vente imposé par la collectivité au bailleur social est inférieur au prix de revient. Et que du coup, la perte qui est faite sur la vente du logement social est transférée sur le prix de vente au particulier qui paye son logement plus cher que ce qu'on aurait pu lui proposer s'il n'y avait pas eu cette contrainte de logement social. Et je ne parle pas là de la péréquation foncière, c'est le fait de dire qu'un terrain pour un logement social vaut moins cher qu'un terrain du secteur libre, ce qui est tout à fait normal. C'est forcément du reste de la péréquation qui fait qu'on vous dit vous achetez le terrain à 200 € et puis vous le vendez à 1800 €. Oui, mais ça, on ne sait pas faire, mais ça ne fait rien. Les 300 ou 400 € qui manquent, mettez-les sur le prix du secteur privé. Et donc, vendez-le à vos vendez-le à vos clients. Donc, il faut savoir que ça existe et que du coup, c'est un élément qui contribue au maintien de prix de vente élevés dans le domaine, dans le domaine du secteur libre. Et ce que je ne voudrais pas avec le logement intermédiaire, c'est que ça se traduise par une contrainte comparable. Et quand j'entends à Paris dire il nous faut un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres, ça se traduira simplement par le fait que vous aurez effectivement un tiers de logements sociaux ou un tiers d'intermédiaires, mais que le secteur libre sera destiné uniquement à la clientèle qui pourra payer 12, 13, 14, 15 000 et plus au mètre carré, et que la clientèle traditionnelle d'accession à la propriété, à Paris, vous pourrez la rayer. Donc attention à ces phénomènes de péréquation qui sont bien pratiqués par beaucoup de collectivités locales, qu'elles soient de droite ou de gauche. D'ailleurs, c'est pas le souci parce qu'on le retrouve dans les deux cas. Mais à ce moment-là, c'est une imposition qui est faite au promoteur pour sortir son opération libre, qui est complètement différente du montage dont parlait Monsieur le président Dalila tout à l'heure. Oui, rappelons pour ceux qui exercent et développent leur activité en dehors de Paris, parce qu'il n'y a pas que le seul marché parisien. Rappelons qu'aujourd'hui, la doctrine de la ville de Paris, c'est de voir intégrer 30% de logements intermédiaires dans les nouvelles opérations de promotion. Donc c'est ce que vous indiquiez. Et j'indiquais par ailleurs ce matin que le parc, qu'on appelle le parc dénormé ou intermédiaire de fait, qui représente plusieurs milliers de logements à l'est comme à l'ouest, dans le même temps, et qui est un parc qui accueillait les familles à revenus moyens à des conditions de loyer en parfaite adéquation avec leurs besoins, et ce depuis plus de 70 ans. Ce parc-là se voit conventionné massivement. Il y a une première tranche de 3500 logements qui a été conventionnée en toute fin d'année 2014. Donc voilà, donc d'un côté, on va transférer la responsabilité du développement du logement intermédiaire sur les promoteurs dans le cadre de leurs opérations libres, et d'un autre, les logements qui existent déjà pour l'accueil des familles moyennes se trouvent transformés en logements sociaux, purs et durs. Mais où je vous rejoins en revanche, c'est effectivement de constater que même dans une grande ville comme Lyon, qui est effectivement la deuxième métropole, enfin la première métropole de province, mais la deuxième agglomération, c'est que même là, sauf dans des secteurs type Parc de la Tête d'Or ou autre, il est difficile économiquement de justifier du logement intermédiaire compte tenu du relativement faible écart qu'il y a entre le plafond du logement social qui est le PLS et le niveau du marché du logement libre. Donc, faire du logement intermédiaire, oui. Les 25 000 logements annoncés par l'État, oui, très bien. Mais où ? Et attention à ne pas fabriquer du logement social, du logement intermédiaire, on va baptiser tel quel, à des endroits où, sincèrement, il n'y a pas besoin de mettre l'argent d'État est suffisamment rare aujourd'hui pour ne pas le mettre n'importe où. Donc, aujourd'hui, moi, ça m'intéresse de voir, nous, notre production, elle est 100% zone A bis et zone A, et on va dire plutôt même à 85% A bis et 15% A. Je préfère continuer comme ça parce que je suis sûr que là, j'ai des besoins. D'ailleurs, on n'a aucune difficulté pour mettre en location, y compris pour les salariés des entreprises. Mais passer d'un schéma où il se produit
1000 logements par an en France, intermédiaire, un schéma, on va en produire 15 000. Je suis un peu dubitatif sur la réalité de l'adéquation. Est-ce qu'il y a des... Non, je voulais rebondir je suis d'accord, et c'est vrai que alors après, nous, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a fait du logement intermédiaire, de l'ancien logement intermédiaire avec la TVA à 20%, mais il faut se rappeler du prix. C'est-à-dire que, vous voyez, là, je prends un exemple sur une commune de la métropole de Lyon. Là, on a fait 46 logements. Il y avait 31 logements plus PLAI. On a fait ça avec un collecteur qui s'appelle Amalia, qui est un gros collecteur du 1% lyonnais. On a fait avec une marque qu'ils ont qui s'appelle Promélia, qui fait du logement libre. Et donc, on a fait du logement intermédiaire pour 15 logements. Mais on a fait du logement intermédiaire à 2 250 €. Alors, c'est vrai que pour le logement social, c'était à 5,5. Le logement intermédiaire, là, à cette époque-là, c'était de la TVA à 20%. Mais on était quand même sur des prix quand même relativement bas. Je prends l'exemple aussi d'un secteur où on a fait du logement intermédiaire. Et on a fait du logement intermédiaire sur 60 logements avec un groupe du nord de la France à 2 125 € dans la métropole de Lyon. Voilà, avec une TVA à 20%, mais toujours avec des prix maîtrisés. Et j'aimerais rebondir sur le fait où c'est vrai que nous, à Lila, j'aimerais expliquer quand même, parce que j'entends toujours les promoteurs, et je le comprends maintenant, mais que le logement social, ils perdent de l'argent, et c'est malheureusement pas tout le temps, mais nous, aujourd'hui, à Lila, on fait que ça, et je ne dis pas qu'on gagne beaucoup d'argent, certainement d'ailleurs beaucoup moins que les promoteurs, les gros nationaux, mais on est quand même on est obligé quand même de vivre et de gagner un petit peu d'argent. Et c'est vrai que nous, à Lila, aujourd'hui, on a réussi à développer en tout cas un vrai modèle économique autour du logement conventionné. Et je vous assure que les terrains, on ne nous les donne pas. Il y a une pression foncière sur Lyon et le Grand Lyon, même sur les extérieurs, très importante. Et on est en perpétuelle concurrence d'ailleurs avec le privé. Et on arrive à développer. Cette année, on va développer à peu près 1000 logements sur la région de Lyon. Donc, et on est d'ailleurs le premier acteur devant l'ensemble des promoteurs nationaux de la place de Lyon en termes de production de logements. Et c'est vrai que je pense que c'est l'expertise, mais surtout, je pense que la promotion privée a quand même pris de mauvaises habitudes, dans le sens où aujourd'hui, ils ont une charge de commercialisation qui est extrêmement lourde dans des bilans de promoteurs classiques, avec des réseaux de vente qui leur vendent des logements et ils leur prennent des pourcentages à plus en finir. Et c'est vrai que, voilà, je pense que, et en tout cas, Lila prouve par son modèle économique qu'on arrive à faire du logement social. Nous, on fait du logement social à 1800 € du mètre carré. On achète les terrains à 350 € la SDP, 400. Sur Lyon, on arrive à acheter des terrains à 650, 700 € de la SDP et on vend à 2450 € du mètre carré. Donc, après, on a des coûts de construction à peu près comme tout le monde. Voilà. Mais donc, on arrive quand même à se développer et puis quand même à créer quelque chose. Et c'est ça quand même qui est important, c'est-à-dire que je pense qu'avec la spécialisation et en tout cas en accompagnement, en tout cas les acteurs du secteur, qui soient aussi bien sociaux ou dans le logement intermédiaire, on arrive aujourd'hui en plus à faire des logements de qualité. Ça c'est quand même, en tout cas moi, ma doctrine et en tout cas notre fil de conduite, c'est-à-dire qu'on fait du logement aujourd'hui conventionné et intermédiaire. On met des prestations qui n'ont rien à envier, bien au-delà que le logement privé. Et voilà, je suis aujourd'hui pour ça, je défends aujourd'hui cette casquette-là, parce que c'est vrai que, alors nous, tant mieux pour nous, hein, aujourd'hui, mais d'ailleurs même des promoteurs privés viennent nous chercher pour nous vendre des parts de terrain pour faire du logement social. Donc nous, ça nous fait de l'activité et donc on a un bel avenir devant nous. Mais je pense quand même que il faudrait, et je le dis souvent, que les acteurs du privé se remettent en cause, mais sans donner des leçons. Je ne suis pas donneur de leçons, mais aujourd'hui, voilà, on n'est pas meilleur que tout le monde et on y arrive quand même. Donc, je pense qu'il y a quand même des bonnes questions à se poser, car aujourd'hui, le logement social et intermédiaire, il y a un vrai marché, en tout cas, on le voit bien, il y a une vraie demande. Et aujourd'hui, les acteurs sociaux ou ces sociétés spécialisés ont besoin du privé pour produire du logement social et intermédiaire. Et malheureusement, chaque programme d'accession qui ne se fait pas, c'est 25% de logements sociaux qui ne se produisent pas. Et donc, voilà, on a un besoin qui est extrêmement important quand on voit surtout les chiffres de production de logements sur l'année 2014. Voilà. Et avec aussi les annonces gouvernementales qui rappelaient, si je rappelle, c'était 500 000 logements en production, donc on en est quand même bien loin. Je voulais faire juste une remarque complémentaire à ce que disent mes collègues. En fin de compte, sur Paris, ce qui a changé au cours des
des deux mandatures, entre celle de Delanoë et celle d'Anne Hidalgo, c'est que du temps de Delanoë, il y avait encore du foncier. Il y a Batignolles et McDonald's. Au jour d'aujourd'hui, quand vous discutez avec Yann Brossat et ses équipes, finalement, d'abord, le pourcentage des 25% qui va passer à 30%, c'est à partir de 800 mètres carrés, donc commence quand même très très bas. Et d'autre part, ils vont se trouver dans des... Ça va être complètement diffus partout, quoi. Enfin, c'est pour les objectifs de production de leurs 10 000 logements, dont 30% en logements intermédiaires, ils s'arrachent tous les cheveux, enfin du moins dans les équipes opérationnelles, parce que pour les politiques, ça s'arrache jamais les cheveux, c'est bien connu. Et pour les autres, quand on discute avec eux, ils se posent vraiment la question de savoir comment ils vont y arriver, parce que vraiment, il y a le foncier... alors, il y a encore une grande zone, mais ça ne fera pas, en tous les cas, les objectifs de la mer. Oui, je partage largement votre appréciation. On aura l'occasion de revenir sur l'outil foncier dans le cadre de l'ingénierie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle en réaction ou en complément ou en nuance des développements qui ont été tenus jusqu'à présent? Moi, j'aimerais qu'il y ait un promoteur qui réponde à Monsieur Legros. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. S'il y en a dans la salle. Non, pas de questions? Oui. Pour Monsieur Zeller, je suis le directeur général des RRP, donc j'ai écouté avec attention mon président. Mais Je n'ai pas dit de bêtises. je connais bien ce qu'il vous a dit. Non, vous avez parlé des compagnies d'assurance par rapport à l'usufruit, le démembrement. Oui. Et je me posais la question si les compagnies d'assurance pouvaient venir aussi tout simplement sur le logement intermédiaire classique, en pleine propriété. Vous n'avez pas cité cette possibilité, ça m'intéressait de connaître votre point de vue. Alors, je voulais répondre dans la suite sur l'ingénierie. Donc, vous me donnez l'occasion non, je vais répondre. En fin de compte, techniquement, c'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Pour une raison très simple, c'est que les compagnies d'assurance, de toute façon, ça va être les compagnies d'assurance vie. On va éliminer toutes les compagnies d'assurance IARD, donc uniquement les compagnies d'assurance vie. Mais en fin de compte, elles ont des obligations de rendement instantanées. Si vous voulez, autrefois, une compagnie d'assurance, elle pouvait faire, enfin, alors, sauf l'exception dont je parlerai après, mais de façon générale, alors, je reprends une casquette antérieure puisque je suis un ancien directeur général de compagnie d'assurance. Donc, techniquement, une compagnie d'assurance aujourd'hui ne peut plus faire ce qu'on pourrait appeler du coupon zéro de la CAPI. C'est fini. D'accord? Donc, elle ne peut faire que du rendement. Et elle n'arrive pas à sortir le rendement qu'il faut, d'une part. Et d'autre part, elles n'ont plus le métier de property management. Donc, sur le schéma classique de la pleine propriété, alors, elles se sont fait, toujours pour faire plaisir à l'État, mais ça, je trouve que techniquement, c'est des grosses erreurs. C'est-à-dire que de temps en temps, pour faire plaisir à l'État, parce qu'il y a des retours d'ascenseur, on va investir. Donc, il y a eu le lobby de Next City avec Alain Dinin et compagnie qui ont fait, et la SNI qu'on connaît bien, donc avec M. Hichet. Bon, ok, il y a eu le fonds Argos. Mais en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, elles sont prêtes à faire le chèque, mais bon, c'est juste pour faire plaisir à l'État, quoi, pour montrer qu'ils sont bons citoyens. Mais à partir du moment où un opérateur, quel qu'il soit, il fait quelque chose pour faire plaisir, on n'est plus dans des normes standards de marché, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des possibilités, on en parlera après. Mais bon, le fonds Argos, je veux dire, pour un assureur, mettre sur la table 20 millions, 30 millions, 100 millions, c'est pas franchement un problème, hein. Si vous rapportez ça aux enveloppes d'investissement annuelles, c'est pas grand-chose. Donc, ils ont la capacité financière de le faire. Maintenant, ils ont une réglementation qui est quand même plus que contraignante et de plus en plus contraignante, mais les conditions, les facteurs clés de succès, les conditions d'investissement et la réglementation au jour d'aujourd'hui ne permet pas de le faire, sauf, je dirais, par une dérogation, mais ce n'est pas les lois naturelles, vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas y arriver dans les conditions. Par contre, il ne faut pas grand-chose. Vous voyez, il manque juste la dernière goutte d'huile et d'appuyer sur le bouton.
Mais la dernière goutte d'huile, il va falloir la trouver. Et quelqu'un qui ait le courage politique, je ne sais pas si ça existe encore, d'appuyer sur le bouton, ça c'est une autre paire de manches. Mais il y a quand même un certain nombre de discussions. C'est pareil pour les SCPI. Les SCPI ont une capacité d'investir au jour d'aujourd'hui. La réglementation a changé il n'y a pas longtemps. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, les SCPI qui ont été créés dans les années 70, quelque chose comme ça, il fallait qu'on génère du cash tous les ans pour rémunérer les porteurs de parts. Donc au jour d'aujourd'hui, depuis fin 2014, les SCPI peuvent faire du coupon zéro. Mais c'est tout nouveau. Et avec des conditions qui sont tellement contraignantes que... Et après, elles ont acheté dans du logement, je suis désolé, mais on pourra en parler, mais investir dans du logement intermédiaire sur des champs de betteraves, je ne vois pas l'intérêt. Là encore, c'est zone A et zone A bis, point barre. Tout ce qui est hors A et A bis, et c'est ce qu'on discutait avec le MEDEF aussi, le MEDEF dans le financement du 1%, il nous dit toujours systématiquement, c'est fini, c'est A et A bis, rien d'autre. Et quand on discute avec des patrons du 1% logement, je peux voir M. Nicole, que vous connaissez bien par exemple, comme à Reims, pour ne citer que Théfort et moi, vous voulez un logement, si vous n'avez pas 14 femmes et 50 enfants, eh bien, en 3 semaines, on vous trouve un appartement. Donc, il n'y a pas de problème. Et il y a plein de zones en France, et il y a plein de villes en France où il n'y a pas de problème de logement. Donc après, il faut rediscuter, mais pour des raisons politiques, on a accordé des zones ou du dézonage ou des ceci, parce que pour des raisons qui ne sont pas les vraies lois économiques et qui ne sont pas les vraies lois de marché. Or, à un certain moment, les lois du marché, elles sont plus fortes que toutes les ordonnances, les lois, etc. etc. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur. Donc vous avez remarqué que RRP n'intervenant que dans les zones A, bis et A peut être tout à fait intéressé par votre financement. Ah mais absolument, mais on peut en parler tout à l'heure, je suis à votre disposition. Mais c'est ce que je disais en commençant, M. Gavilla, RRP étant une filiale dédiée au logement intermédiaire avant même l'ordonnance. Et qui en faisait, j'ai été surpris par les prix que vous indiquiez là, en région lyonnaise, parce que nous on continuait à faire l'année dernière des logements intermédiaires avec une TVA à 20%. On était, alors, certes on n'intervient qu'en zone A, bis et A, mais on était quand même plus proche des 5 500, 6 000 euros sur la zone A bis, c'est-à-dire quasiment presque 2 fois et demi plus que ce que vous aviez à Lyon. Et donc 2 fois et demi. Donc c'est quand même des écarts énormes avec la TVA à 20%. Et sur les temps, on avait quand même des loyers un peu supérieurs aussi dans cette formule. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est que le gain qu'on a de 10% de TVA et d'exonération de TFPB est quand même compensé par une baisse des loyers entre l'ancien plafond du loyer intermédiaire et le loyer du flot Pinel. Oui. Bonjour, Bonjour. Emilia Guesso de la société Vilogia. Bonjour. Je voulais rebondir, j'ai 2 petites questions, 2 sujets. Le premier concernant les investisseurs institutionnels, parce qu'on en a rencontré quelques-uns. Une des problématiques qu'on trouve dans un partenariat éventuel, la première problématique, c'est le rendement. Oui. Le rendement attendu Oui. par les investisseurs institutionnels, qui est difficile à fournir pour un bailleur social. La deuxième, c'est la durée, parce qu'effectivement, tous les investisseurs institutionnels qu'on a rencontrés partent sur une durée de 20 ans, et effectivement, pour un bailleur social, c'est un peu court, une durée de 20 ans pour nous. Et il y a aussi le volume en termes de chiffres, parce qu'effectivement, quand on rencontre des investisseurs institutionnels, comme vous disiez tout à l'heure, c'est du 10, 20, 100 millions, ça ne leur pose pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment judicieux de produire du logement intermédiaire pour 20 millions ou 30 millions sur toutes les zones, alors que c'est principalement destiné à des zones tendues, qui ne nous permettent pas, à la fois par manque de foncier ou pour des raisons financières, de produire autant de logements qui permettraient un investissement aussi important pour les investisseurs institutionnels. Ça, c'est une première chose. C'est un premier compte-rendu des rendez-vous qu'on a pu avoir avec plusieurs interlocuteurs qui nous ont dit à chaque fois la même chose. Une autre problématique qu'il pourrait y avoir, c'est que les investisseurs institutionnels ne connaissent pas le monde du logement social et ne connaissent pas les bailleurs sociaux et ont besoin de garanties en termes de gestion et de sécurité de sortie. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler avec n'importe quel bailleur social et avec n'importe quel producteur de logement social pour ces raisons de sécurité et de sécurisation de gestion.
Ça, c'est des problèmes qu'on a rencontrés. Et je voulais répondre aussi à monsieur Legros, parce qu'effectivement, je pense, alors là, c'est totalement subjectif, mais il ne faudrait pas substituer la production de logement social par un promoteur privé et substituer la production de logement intermédiaire par un bailleur social. Je pense qu'on a tous notre métier et notre savoir-faire et notre mission, je dirais. Et je pense qu'on peut créer des partenariats pour s'aider, parce qu'il va falloir de toute façon créer des partenariats pour avancer, parce qu'on va avoir une perte de subventions. Mais nous, stratégiquement, au sein du groupe Vilogia, on n'a pas vocation et on n'a pas spécialement envie de porter du logement intermédiaire, parce que ça n'est pas notre mission principale. Donc effectivement, on cherche vraiment des partenariats pour la partie logement intermédiaire avec des investisseurs institutionnels, parce qu'on ne veut pas produire du logement intermédiaire. On voudrait en produire, mais pas le porter. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste préciser la deuxième partie de votre première question? Quel taux de rentabilité? Le taux de rentabilité qui nous avait été demandé à l'époque, c'était 4%, oui. Qui est difficile. Non. 4,5. Vous pouvez donner 4,5 si vous faites en démembrement. Oui, voilà. Alors, en démembrement, je suis d'accord. Là, je répondais par rapport à la pleine propriété, par rapport à la question de monsieur juste avant. En pleine propriété, on ne peut pas garantir un pourcentage de 4 ou 4,5. Effectivement, nous, on est plus parti sur l'option démembrement dans nos montages d'opérations, ce qui est pour nous la meilleure solution pour produire du logement intermédiaire via des SCPI, justement, avec des partenariats. Oui, alors... Si vous permettez, ce que je vous propose, c'est peut-être si vous en êtes d'accord, et j'espère que ça ne crée pas de frustration temporairement, ce que je vous propose sur la première partie de votre question, c'est d'y revenir, puisqu'on va aborder l'ingénierie, et notamment les conditions auxquelles des fonds, quelle que soit leur taille, peuvent intervenir. Aborder également la question des fameuses filiales dédiées au logement intermédiaire. Et ce que vous dites est intéressant et contraste avec ce que j'ai connu moi jusqu'à une date récente, où des SEM immobilières ou des acteurs HLM, notamment dans Paris Intramuros ou en Ile-de-France, assumaient tout à fait de réaliser et de porter du logement intermédiaire. Mais ce qui compte, c'est votre actualité, bien entendu. Sur le second point, et j'espère que je ne monopolise pas la parole autour de la table, sur le second point, moi je comprends tout à fait la préoccupation des investisseurs institutionnels. Oui, ils ont besoin effectivement d'une sécurisation et ils ont besoin d'une professionnalisation, mais qui est de plus en plus la réalité des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il va leur falloir arbitrer entre le volume, ne pas construire n'importe où. Il faut que l'arbitrage soit pertinent à la fois au niveau, je dirais, territorial, social, qu'il corresponde à un besoin, si vous préférez, et puis bien évidemment la qualité de la gestion. La qualité de la gestion, on le sait tous, elle passe effectivement, elle se lit d'abord au travers d'un certain nombre d'indicateurs que vous connaissez aussi bien que moi, très clairement la vacance incompressible, le taux de rotation, il n'est pas... On peut avoir une rotation accélérée et une vacance très faible, tout dépend de l'ampleur du parc. Là, après, je crois, moi, que ce qu'attendent les investisseurs institutionnels, c'est de lire au travers d'un système de gestion, et notamment d'un système de gestion de proximité, quelle que soit son articulation, une véritable aptitude à assurer la qualité de gestion à travers le temps. Et leur temps est un temps long, et je crois, on approfondira notamment avec Christophe Zeller, qu'il peut être un temps long, voire très long. Est-ce que cette manière de procéder en dissociant les deux questions vous... J'aimerais bien répondre. Si je peux me permettre, j'aimerais bien répondre à votre question. Donc c'est vrai que oui, on est d'accord, en tout cas je suis d'accord avec vous. C'est vrai que nous, la particularité d'Alila, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est spécialisé dans la construction de logements conventionnés intermédiaires, et c'est un avantage pour nous, mais c'est aussi le paradoxe de notre métier, c'est que nos clients, ce sont nos concurrents. C'est-à-dire que nos concurrents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients produisent eux-mêmes de la production de logements sociaux et du logement intermédiaire. Et ils le font très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est fondamental qu'aujourd'hui, les organismes sociaux, les collecteurs, d'ailleurs, le groupe 3F en démontre, qu'aujourd'hui est un acteur qui fait beaucoup plus de production en maîtrise d'ouvrage
et moins en VFA. Et je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important que ces organismes gardent une maîtrise d'ouvrage. Nous, on vient sans prétention, simplement on vient en accompagnement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux, comme votre groupe, Vilogia, parce que nous, on vous connaît bien à Lyon, parce que vous êtes une implantation nouvelle depuis quelques années à Lyon, on vous accompagne. D'ailleurs, on fait du logement social, on fait du logement avec votre collecteur du 1%, et on vous fait aussi du PLI à 20%. Donc c'est vrai qu'on répond sur les trois axes. Mais c'est vrai qu'au départ, quand Vilogia, si je prends l'exemple de Lyon, quand vous êtes implanté, il y avait au départ une volonté de prendre quelque part de marché. C'est vrai que la VFA a permis à Vilogia aujourd'hui d'être un acteur, en tout cas installé maintenant sur la région, mais sans oublier qu'ils construisent eux-mêmes de la production classique. Et c'est vrai que nous, on fait toujours le distinguo, et vraiment, c'est pour nous extrêmement important. Et l'ensemble de nos clients, d'ailleurs, font aujourd'hui la maîtrise d'ouvrage. Et d'ailleurs, on est des fois en concurrence sur des fonciers, et on a l'intelligence soit de se retirer, parce que pour les laisser travailler eux-mêmes en maîtrise d'ouvrage quand ils nous le demandent, ou soit de travailler en VFA quand, malheureusement, après, la charge et le prix du foncier ne leur permettent pas, vous, organisme, de pouvoir acheter en direct. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin des deux pour arriver dans la production de logements et les objectifs qui sont demandés. Alors, sur le logement intermédiaire, une des difficultés qu'on rencontre par rapport aux différentes discussions qu'on peut avoir, c'est l'amalgame qu'il y a pu y avoir entre le PLI et le LI pendant un certain temps. C'est vrai que ce qui est difficile, parce qu'on parle de la TVA réduite, on parle de l'exo de la TFPB, c'est très bien. Seulement, il ne faut pas oublier que les loyers sont plus bas et qu'acheter du LI en VFA au même prix qu'un PLI, parce que le foncier a été acheté au même prix par un promoteur, nous, on ne peut pas l'équilibrer mieux juste par rapport à la TVA et par rapport à la TFPB, parce que les loyers baissent de 4 € minimum. Ce qui fait que si le prix du foncier ne baisse pas et si le prix de l'acquisition VFA ne baisse pas, dans tous les cas, ça ne sera pas plus intéressant pour nous. Bien sûr. Pas uniquement sur un levier de TVA et de TFPB. Mais c'est vrai que nous aujourd'hui, on n'impose jamais un prix. C'est-à-dire que la particularité de notre groupe, c'est qu'on travaille en partenariat et vous fixez votre prix. C'est-à-dire que nous, on propose une opération, un emplacement, et vous-même allez nous dire, nous souhaitons aujourd'hui mettre tel prix, en tout cas au mètre carré sur cette opération. Après, on va dire, on travaille en triangle, en partenariat avec. Et c'est pour ça qu'il y a le partenariat public-privé, car on travaille en partenariat aussi avec les élus qui vont nous demander, mais tout à l'heure, l'exemple que je prenais, l'opération à 2125 €, c'est avec vous, Vilogia, sur la troisième ville de l'agglomération de Lyon, sur Vénissieux, où on devait faire du PLS, et malheureusement, vous nous achetiez d'ailleurs plus cher le PLS, et malheureusement, le Grand Lyon a refusé l'agrément PLS et la ville a demandé du PLI, et en bon partenaire que vous êtes, vous avez dit, bon d'accord, on va y arriver, et aujourd'hui, vous nous avez simplement dit, il faut baisser encore le prix, parce que forcément, la TVA à 20% ne permettait pas d'équilibrer, et aujourd'hui, l'opération est en chantier, on va vous livrer l'année prochaine. Et c'est vrai qu'avec une pression foncière importante, on a réussi à s'adapter. Un prix qui est quand même très bas. Mais voilà, c'est là après le partenariat et c'est là où on arrive justement à nous, si vous voulez, on s'adapte, si vous voulez, à n'importe quel client et à n'importe quelle circonstance, si vous voulez. Moi, je serais ravi de faire du PLI et du logement intermédiaire à 5 000 en habit, c'est ça, 5 000 €. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on s'adapte. C'est-à-dire qu'après, on est aujourd'hui, on n'impose rien. On travaille vraiment en partenariat avec vous-même et avec les collectivités. Oui, et je pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur les collectivités, parce que ce que vous disiez tout à l'heure me semble très juste, c'est que le PLI à Lyon, alors que le loyer marché et le loyer PLS ne sont pas si différents, pour moi, ne me paraît pas pertinent. Honnêtement, un PLI à Vénissieux, je suis désolée, non, mais attendez. Pas validé, mais personnellement, je trouve pas pertinent. Il a été compliqué à faire valider dans votre direction, mais aujourd'hui, vous êtes à un prix de sortie, même pas au PLS. C'est-à-dire que on fait du PLI pour la collectivité, parce que la métropole vous l'a demandé, la commune vous l'a demandé, mais vous allez faire du PLI à 7 € à 7 € en location. Donc c'est sûr que c'est pas adapté. On aurait fait. C'est même une aberration. C'est là l'aberration, on est d'accord. Non mais exactement ça. On vous achète en PLI et en plus c'est du PLI, donc c'était même pas du LI, donc TVA à 20 sans. Ah oui, TVA, bien sûr. Et alors qu'on minore des loyers à des niveaux de loyer PLS qui nous auraient coûté moins cher de vous l'acheter en PLS, mais bien la sûr. collectivité voulait du PLI. Et nous, personnellement, moi, reporter la dette sur les générations futures, c'est pas quelque chose qui, pour moi, est intéressant. On
est d'accord. Et sincèrement, faire du PLI, parce que la collectivité demande du PLI, alors qu'on n'est pas équilibré à la fin du financement à 50 ans, il n'y a pas de pertinence dans la construction de l'avenir, je dirais. On est d'accord. Ça fait partie des marottes des collectivités locales. Voilà. Hein. De temps en temps, on dit il y a un nouveau truc, là, qu'on y va. Exactement. Même si ça n'a pas forcément de sens économiquement. C'est un effet mode un peu. Alors, en revanche, Et là- pour revenir sur pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est que le fantasme de beaucoup de promoteurs, c'est que les HLM s'occupent de la gestion des opérations et que les promoteurs leur construisent leur immeuble. Hein, ça, faut quand même garder ça en tête. Ils ont toujours envie. On a beau leur expliquer que c'est pas forcément comme ça que ça va marcher ou que ça va se passer, mais ils ont envie. Bon. Tout à fait. Donc, sauf qu'aujourd'hui, une SAHLM sans filiale ne peut pas avoir un mandat de gestion parce qu'on ne peut pas gérer pour le compte d'eux. Donc, oui, mais ça, si on pouvait décloisonner tout ce qui est et avoir une vraie concurrence sur tous les plans, je serais ravi. Donc les seuls c'est clair. qui finalement pourront vraiment gérer des logements, c'est ceux qui pourront créer des filiales, qui finalement fait un... Encore non, le secteur privé, par exemple, le PLS, qui est du logement social, reconnu comme tel par la loi SRU, même s'il n'est pas reconnu comme tel par beaucoup de collectivités locales, le PLS peut parfaitement être géré par des structures privées. Et ça se fait. De même, il peut être propriété de structures, de personnes physiques qui ont acheté des PLS. Et c'est là où je pense qu'il faudrait beaucoup moins de cloisonnement entre le logement social HLM tel qu'il est aujourd'hui et le logement et le secteur privé. Il faudrait certainement plus d'osmose entre les deux. Mais pour sur ce thème du logement intermédiaire, nous, une des règles, enfin sans trahir de secret de fabrique, mais une des règles qu'on a dans nos comités d'engagement de RRP, c'est de bien s'assurer justement que l'opération proposée est bien distincte en termes de niveau de loyer et suffisamment distincte du loyer du PLS. Sinon, ça n'a pas de sens et on a beaucoup plus d'intérêt financièrement à ce moment-là à faire une opération en PLS. Exactement. Sinon, parce que nous, on simule nos opérations en PLI à des niveaux de loyer PLS et à des prix d'acquisition VFA au niveau du PLI, ce qui n'a pas de pertinence. On est d'accord. Voilà. Merci. D'autres questions ? Bonjour, j'interviens en tant que promoteur dit traditionnel, donc qui fait aussi bien de l'accession en résidence principale ou en investisseur et aussi du social en VFA, en bloc, qui pour nous en tant que promoteur dit traditionnel sécurise une partie de nos opérations et nous rassure. Aujourd'hui, on a une vraie question par rapport au logement intermédiaire, c'est l'éligibilité de nos opérations et l'analyse de la notion des 25% de social. Savoir est-ce que c'est 25% du nombre de logements intermédiaires qu'on doit en social, ou c'est 25% du programme, ou c'est 25% dans la zone des 300 mètres, ou même ce qui a été évoqué ce matin, la possibilité de 25% ou d'une analyse au niveau local. Est-ce que là-dessus, il va y avoir une réponse claire prochainement ? Alors, vous avez théoriquement une réponse claire qui est dans la circulaire de septembre dernier du ministère du Logement, qui considérait que le 25% s'appréciait par rapport à la somme logement intermédiaire plus logement social. Donc aujourd'hui, on vous dit si vous avez une opération qui fait 100 logements dans laquelle vous avez 10 logements sociaux, ben, ça veut dire que vous aurez le droit de faire 30 logements intermédiaires au total. Bon, ça, c'est l'interprétation du ministère du Logement. L'interprétation de Bercy, si je prends le même exemple, c'est que sur 100 logements de l'opération, vous avez le droit d'en faire. Il faut qu'il y ait au moins 25 logements sociaux. Donc aujourd'hui, c'est pas il y a un texte, mais il y a une interprétation différente selon les deux. Et on attendait pour fin février, mais fin février, c'est pas sorti. On attendait justement un éclaircissement là-dessus, parce que quand vous avez un agrément aujourd'hui, vous n'êtes pas certain que l'agrément que vous allez avoir du préfet vous donne l'absolue garantie que l'avantage fiscal de la TVA et de l'exonération de TFB sera pas remis en question plus tard compte tenu de la règle de Bercy. Donc aujourd'hui, il y a encore, et c'est une des raisons qui explique la relative lenteur du démarrage de la production de logements intermédiaires, c'est que les règles sont toujours pas parfaitement définies. Et au jour, enfin moi, à moins que Bruno vous ayez une réponse là-dessus aujourd'hui, mais moi j'ai pas de réponse. Et ce que disait M. Pupponi ce matin, alors là ça tient du rêve. Hein, de dire aujourd'hui on va apprécier, un beau rêve. on va apprécier finalement les 25% par rapport au quota de logements sociaux de l'ensemble de la ville. Nous on avait suggéré à un moment que ce soit apprécié quand on était en opération d'aménagement à l'échelle de l'opération d'aménagement, ce qui nous aurait déjà paru être un progrès.
Et ça n'a pas été retenu. Alors, à la notion de la ville, c'est encore moins. Avec l'aberration que je soulignais ce matin, c'est que du coup, pour faire une contradiction à faire sortir un de ces jours, c'est que dans ses déclarations il y a quelques jours, le Premier ministre a dit qu'il fallait arrêter de produire des logements sociaux dans les villes qui ont plus de 50% de logements sociaux. Donc, ce qui veut dire qu'à contrario, c'est là où il faut produire du logement intermédiaire et d'accession. Mais pour produire du logement intermédiaire, il faudra produire des logements sociaux. Donc, comment on fait? Oui. Donc, je trouve qu'il aurait été assez pertinent de dire dans une ville qui dépasse, peut-être pas les 25%, mais peut-être 30-35% de logements sociaux, vous êtes délié de l'obligation de produire. Mais malheureusement, c'est pas moi qui écris les textes. Bon. Donc, c'est pas le cas pour l'instant. Mais on a encore la contradiction. On ne sait pas aujourd'hui, même avec la vision, disons, plus optimiste, on va dire, du ministère du Logement, on ne sait pas quelle est la réalité de la sauce. D'accord. À moins que mes collègues aient plus de précision sur ce sujet. Ça va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a 300 logements intermédiaires qui ne peuvent pas aujourd'hui être actés parce que le décret n'est pas encore appliqué. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a des VFA avec des permis obtenus et on doit faire du logement intermédiaire avec du flot, avec la TVA à 10% et l'exonération, mais on ne peut pas réitérer. En tout cas, les organismes ne réitèrent pas parce que le décret n'est pas... donc l'agrément n'est pas donné. Il pourrait l'avoir, l'agrément, parce que nous, on a obtenu, depuis la parution de la circulaire, on a obtenu des agréments, mais qui étaient dans des cas où, à la limite, le problème ne se posait pas. Enfin, je veux dire, la solution était relativement claire. Voilà. Mais nous, là, sur Lyon, aujourd'hui, c'est bloqué. Voilà. Quand c'est un petit peu ambigu, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on met que ça comme condition suspensive dans les contrats avec les... Là, vous savez qu'on a des contrats de réservation avec des conditions suspensives. Donc, on attend le fameux décret pour pouvoir débloquer. Voilà, donc, quand on parle de production, voilà. Après, il y a les paroles et les actes. Et malheureusement, c'est toujours très long. Et c'est vrai que ça bloque et c'est quand même pénalisant parce que aujourd'hui, les entreprises ont besoin de travail. Il y a une crise de l'emploi qui est importante. On sait que le nombre de logements et surtout les emplois que ça crée quand on crée des logements, et malheureusement, cette circulaire n'est pas encore complètement applicable et malheureusement, ça bloque beaucoup de logements. Oui, bonjour. Je voulais témoigner d'une collectivité. Comment elle décide effectivement de sa politique du logement si elle va construire aujourd'hui du logement intermédiaire. Je suis directeur du logement de la ville de Clichy-la-Garenne. Donc c'est une ville qui est touchée en zone A bis plutôt. Donc où l'écart effectivement entre le prix de sortie des loyers du logement social et du loyer libre grandit malheureusement. Donc on pourrait s'attendre effectivement à ce que le politique décide, il faut peut-être, pour réduire cet écart, produire du logement intermédiaire. Sauf que le raisonnement de l'élu n'est pas celui-là. Alors pourquoi? On peut s'interroger pourquoi. Tout simplement parce que dans une ville où il y a une forte tension sur le logement, notamment le logement locatif, la ville recense l'ensemble des demandes de logement. Dieu sait si elles sont élevées, par exemple, sur une commune comme Clichy, mais ne recense pas l'ensemble des gens qui pourraient bénéficier du logement intermédiaire. Et donc, le foncier devient rare. Donc, l'essentiel des opérations d'aménagement font que le choix est fait entre soit l'accession, pour permettre à une population de s'installer sur Clichy, voire même favoriser l'accession sociale, et puis autrement créer du logement locatif dont les besoins sont recensés au niveau local. Oui, c'est malheureusement assez classique. Oui, on ne trouve pas dans les fichiers communaux de la demande, quelle que soit la manière dont ils sont constitués, des demandeurs de logements intermédiaires, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de demande. Il y a une demande potentielle importante, mais soit elle est aveugle, passez-moi l'expression, pardon, dans l'appréciation que la commune peut faire des besoins, soit elle passe par d'autres circuits, ou ne s'adresse pas aux circuits municipaux.
Mais je pourrais répondre que le besoin de téléphone portable n'existait pas avant qu'on les fabrique. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, pour amener une autre échelle, est-ce qu'il ne faut pas, si vous pensez que cet écart entre les deux et cette absence de produits intermédiaires est anormal, est-ce qu'il ne faut pas que par le biais de votre PLU ou d'une volonté dans les zones d'aménagement, dire, ben, voilà, moi j'impose ou je veux, je souhaite, enfin je vous dédie un certain nombre de lots à la production de logements intermédiaires, au moins pour tester, voir s'il y a des besoins, voir si ça répond à des besoins. Parce que je vois que nous, dans les zones où nous intervenons, et où quelquefois on se dit, après tout, il y a déjà 45-50% de logements sociaux, on n'est pas sûr de les réaliser. Je parle de certains secteurs du 93. On n'a jamais eu de problème de placement locatif, y compris en passant par le canal des entreprises. On a eu systématiquement pratiquement les 2 tiers des logements qui sont placés auprès de salariés d'entreprise, et le dernier tiers, il se remplit, donc nos immeubles se remplissent, on va dire quoi, 1 mois et demi, 2 mois, à tout casser. Oui. Donc ça veut dire que le besoin était réel, alors qu'il n'y a pas de production. Donc peut-être que si vous voyez cet écart s'accroître, peut-être qu'il faut à ce moment-là impulser, faire des tests pour voir si effectivement il y a des besoins, d'abord si vous trouvez des opérateurs pour le faire, je crois si vous devriez en trouver sans trop de difficultés, et ensuite si effectivement il y a un remplissage qui se fait, et à ce moment-là, la preuve pourrait être faite, et il suffit de doser le volume de production ultérieur. Oui, juste une réponse courte. On a fait le PLI. On a effectivement RP qui est venu nous voir d'ailleurs pour continuer à investir sur Clichy, puisqu'il est en fin de convention sur du logement PLI. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, déjà sur les opérations qui sont construites en PLS, on ne recense pas les besoins des gens qui peuvent bénéficier de ces logements PLS compte tenu du coût de sortie de ces opérations. Donc, le PLI nous fait encore plus peur. C'est-à-dire que on se dit, mais est-ce qu'on va trouver parmi les demandeurs de logements sur ce produit, est-ce qu'on va les trouver, puisqu'on ne les a pas recensés, nous, localement. D'ailleurs, nous, on a l'avantage, peut-être, c'est une forme de réponse, mais on a l'avantage dans notre groupe, c'est que RRP, avant de prendre une opération, consulte toujours le service de placement locatif du groupe ce lundi pour vérifier si dans son secteur, il recense ou il pense pouvoir recenser des besoins de logement des salariés. Et si la réponse est inférieure à 50%, on va regarder avec beaucoup de prudence pour y aller. Si la réponse est supérieure à 50%, on y va sans trop d'hésitation. Oui, c'est exact. D'ailleurs, vous êtes venu avec I3F et le groupe Solindi pour défendre votre projet. Je vous propose d'aborder les questions relatives à l'ingénierie, qui est donc la seconde série de questions autour de ce thème. Je vais peut-être inverser l'ordre des questions que j'avais suggérées au départ et commencer par la seconde qui était carte blanche à l'innovation, puisqu'on voit effectivement que des fonds divers et variés sont susceptibles de se constituer. Bon, vous avez peut-être tous entendu parler du fameux fonds Argos qui est porté par la Caisse des dépôts et la SNI, qui est un montage en pleine propriété où la SNI construit, gère pour le compte d'eux, et la possibilité pour les investisseurs institutionnels qui s'engagent de revendre au terme d'une période comprise entre 12 et 15 ans, ce que j'interprète, moi d'ailleurs, comme une relance potentielle des ventes à la découpe. Comme si c'est dans les zones très tendues, c'est pas vraiment très rassurant, mais bon, ça c'est une appréciation personnelle. Sur cette question de l'innovation dans le domaine de l'ingénierie, et pour répondre à la question de la représentante de Veolia, Monsieur Zeller, comment vous abordez, le partenariat avec les investisseurs institutionnels qui ont besoin à la fois de durée longue, d'un rendement
qui soit de l'ordre de 3,5, 4, voire 4,5? Et est-ce qu'il y a des projets en cours? Alors, oui, la réponse est, y a-t-il à la réponse à la question, y a-t-il des projets en cours? Oui, il y en a, puisque pour ce qui nous concerne, on en emmène 2. On emmène un qui est sur une opération de vente par un bailleur social national sur près de 1000 logements qui vont être vendus en démembrement de propriété. Donc, de logements existants, un parc qui est maintenant bien établi. Donc on est sur un parc locatif qui fonctionne depuis de nombreuses années. Et là, on est avec deux investisseurs institutionnels que sont 2 compagnies d'assurance françaises. Bon, ça c'est donc une opération qui est en train de se monter. Je pense qu'on ne peut pas en parler davantage, mais je pense que le résultat des courses, on fera des annonces sans doute pour cet été. Bon. C'est pas pour Paris-Île-de-France, c'est pour une métropole française, donc c'est pour vous dire que de temps en temps, on a des opérations relativement lourdes en province, sachant que cette opération-là, on est à peu près sûr d'assécher le marché pendant 2 ans, parce que la profondeur de marché ne le supportera pas plus. Sur la région, alors Paris-Île-de-France, on a une autre opération de 1300 logements, avec donc là plusieurs compagnies qui, elles, recherchaient donc une rentabilité minimum de 4%, donc on lui a assuré 4,5% contractuellement, donc on peut sécuriser par un contrat d'assurance, c'est assez étonnant, mais ça s'assure. Et là, l'idée, c'était de se dire que justement, alors on a regardé de très près le fonds Argos, vous pouvez vous en douter, puisqu'on est partenaire de la SNI aussi, donc on avait accès à quand même un certain nombre de données. Pour nous, le 15 ans, c'est pas le bon, c'est un bon horizon de temps pour un particulier. Je veux dire, ou du moins c'est la durée maximum pour un particulier. 15 ans, qui dans la salle sait où il sera dans 15 ans? Bon, ou bien malin saura qui peut le savoir. En revanche, pour une compagnie d'assurance, elle ne raisonne pas du tout à 15 ans. Une compagnie d'assurance, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui commence à épargner en vue de la retraite à 30 ans, il part à la retraite 30 ans, 35 ans plus tard. Donc il a un horizon de temps qui est bien plus long. Et les compagnies d'assurance, par opposition aux banques, je ne critiquerai pas la banque pour autant, mais les prêts immobiliers les plus longs, c'est 30 ans. Et grosso modo, les prêts immobiliers, ça c'est les prêts quand on les initie, mais quand on regarde la durée moyenne d'un prêt immobilier en France, c'est 7 ans. D'accord ? Ça veut dire qu'entre-temps, on a revendu, on a renégocié, etc., etc. Donc on voit bien que les banques ont une capacité de gérer sur des durées au maximum de 20 ans. Bon, avec quelques exceptions en 30 ans, mais plutôt 20 ans, et que la règle générale, c'est inférieur à 10 ans. Les assureurs, eux, sont sur du beaucoup plus long terme. Et par contre, ils ne trouvent pas la contrepartie. Donc, ils sont extrêmement intéressés par qu'on leur fabrique des produits dits de génération, on va faire donc à chaque fois des périodes longues. On va faire des personnes qui ont 30 ans, puis l'année d'après, les gens qui auront 30 ans, puis l'année d'après, les gens qui ont 30 ans. Bien évidemment, la première génération, elle sera à 30, elle aura vieilli entre-temps. Et pourquoi ces durées-là? Parce qu'ils ont absolument besoin de faire coller leur actif passif. S'ils n'arrivent pas à faire coller leur actif passif, ce qui est le cas au jour d'aujourd'hui, alors ils ont un risque intermédiaire qui va faire qu'ils vont être obligés de faire des provisions mathématiques intermédiaires au cas où, dans 10 ans, donc si on fait sur 30 ans ou sur 40 ans, il y a 4 périodes de 10 ans ou 3 périodes de 10 ans, eh bien, ils vont, à la période charnière, où les obligations qu'ils vont mettre en équivalence par rapport à cet engagement pris à 30 ans, ils vont mettre en regard donc des provisions mathématiques d'actions ou d'obligations, généralement des obligations. Bon, mais lors du passage, ils ne sont pas certains de renouveler avec des obligations de même nature ou de même rendement. Donc du coup, ils sont obligés de provisionner. Et du coup, la rentabilité qu'ils vont servir, donc on appelle ça des boni-malus, ils vont provisionner. Donc le rendement qu'ils vont générer tous les ans va être moindre parce qu'il faut qu'ils provisionnent pour risque futur. Bon. Et donc, quand on vient les voir en leur disant sur du logement, on va soit vous proposer 20 ans
soit 2 fois 20 ans, soit 40 ans, ils sont extrêmement demandeurs. La seule chose qu'ils ont besoin de savoir après, c'est complètement des modalités contractuelles, c'est qui paye les ravalements, qui paye les gros travaux, qui ceci, qui cela, les mises aux normes, etc., etc. Mais à partir du moment où on leur dit, voilà, vous investissez en temps zéro, vous avez une possibilité de sortie en temps 20 ou 20 ans plus tard, et puis éventuellement vous avez l'option de renouer avec une période, une valorisation définie à la sortie, c'est-à-dire qu'on leur dit, vous entrez à 100 aujourd'hui, en 2015, vous sortez 20 ans plus tard, donc en 2035, à une valeur définie, et qui va être complètement décorrélée de la valeur de marché. Du coup, les assureurs, si vous leur dites, je vous sers du 4,5 ou du 4%, ça leur va très bien. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent pas spéculer automatiquement, ils veulent pas faire la plus-value automatiquement. Ce qu'ils veulent, c'est au moins avoir une capacité de faire face à leurs engagements réglementaires en matière de service d'une rente ou d'une rente viagère ou d'un capital à servir. Voilà, tout simplement. Et à partir du moment où on a compris ça et qu'on leur a bien expliqué, on arrive immédiatement à trouver des acteurs sur le marché. Merci. On me fait signe que le temps imparti pour notre table ronde est écoulé. Donc, très brièvement, merci à tous les intervenants de ces éclairages. Je retire, moi, quelques enseignements très, très brefs, des nouveaux partenariats qui s'articulent, fort probablement des filiales dédiées au logement intermédiaire qui sont assez introuvables aujourd'hui, sauf celles qui existent déjà et auxquelles je souhaite de brillants développements, et une ingénierie à peaufiner avec les investisseurs institutionnels dont on pourrait voir le retour prochainement sur la scène du logement, ce qui est quelque chose de très prometteur. Je voudrais juste ajouter un dernier petit point. Dans le logement intermédiaire, il n'y a pas que de la VFA ou il n'y a pas que du neuf. Il y a aussi l'ancien. Je pense que on a un stock considérable de logements anciens qui sont, pour des multiples raisons, gelés, pas performants énergétiquement, enfin, sur lesquels il y a plein de sujets, et on ne s'y est-elle pas, à mon avis, suffisamment. Merci beaucoup. Mes chers intervenants, je vous propose, pendant le quart d'heure où je vous laisse tous, il fait moins beau dehors, prendre un petit café ou ce que vous voulez pour vous rafraîchir, le temps que la deuxième table ronde de l'après-midi se mette en place. Mais je vous propose de voir Marjorie et éventuellement devant la caméra faire chacun individuellement une conclusion à cette table ronde si vous en avez le cœur. Je vous remercie, on se retrouve dans un petit quart d'heure pour donc un sujet qui tient à cœur aussi au niveau du logement intermédiaire, c'est la mobilité professionnelle. Table ronde qui sera donc animée par M. Durance, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, Roger Thune, en charge du logement social pour le MEDEF, M. Morena de Silger et M. Tommy de l'USL. Je crois qu'ils sont arrivés tous les deux, je ne les ai pas vus. S'ils pouvaient venir me voir, ce serait super. Merci.